Bonjour, ici Pascal Girard. Bienvenue au Cercle de presse du Saguenay. Cette semaine, nous recevons l'auteur, compositeur, interprète et cinéaste Richard Desjardins, qui est dans la région pour un spectacle bénéfice. Il va revenir sur l'impact de l'aurore boréale, ce film paru en 1999. Il va aussi parler de sa carrière artistique. Bon cercle. Bonjour à tous, merci d'être là encore nombreux ce matin à cet autre cercle de presse du Saguenay. Et on a, comme on l'a annoncé, on a un invité de marque ce matin. Remarque qu'on essaie d'en avoir à chaque semaine. Je pense que c'est assez réussi la très grande majorité du temps. Donc, ce matin, on reçoit Richard Desjardins, auteur, compositeur, interprète, cinéaste, vice-président de l'Action boréale, qui est dans la région pour un spectacle bénéfice ce soir à Alma. Donc, je vais laisser la parole à M. Desjardins, qui est avec nous ce matin. Par la suite, pour les questions, la première question ira à M. Denis Lapierre et je vais prendre les noms pour les questions subséquentes. Donc, merci beaucoup d'être avec nous, M. Desjardins. C'est très apprécié et je vous cède la parole. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. Je travaille juste à soir, ça fait que j'avais un petit peu de temps libre. Je me présente, vice-président de l'Action boréale pour les questions publiques. Et on peut y aller carrément avec les questions. J'imagine qu'on va définir un certain nombre de choses en chemin. Allez-y. Bon, merci beaucoup. Donc, Denis Lapierre, Radio-Canada, et j'inviterai d'apprendre les autres noms. Merci donc, Denis Lapierre, Radio-Canada, qui sera suivi par Laura Lévesque. C'est bien que vous introduisiez comme étant le vice-président de l'Action Montréal, parce que c'est là-dessus que je vais vous questionner. Bien sûr, le nouveau régime forestier est entré officiellement en vigueur le 1er avril. Ça fait quelques semaines à peine. Il y a encore des choses qui s'ajustent. On se rend compte que c'est pas un travail terminé. Vous, avez-vous l'impression que votre travail est terminé dans la dénonciation, justement, de la façon dont on exploite les forêts au Québec, que ce qui a été mis en place va permettre de régler les problèmes qui avaient été soulevés par l'aurore boréale? J'ai l'impression que il y a un certain nombre de principes qui ont été établis, qui vont dans la bonne direction, au point de vue de la gestion de notre forêt. Vous êtes probablement au courant de ça va faire bientôt 10 ans que le rapport Coulombe a été rendu public. Grosso modo, la recommandation principale est assez, d'après nous, elle semble être suivie dans le sens que dorénavant, on va utiliser la ressource non pas en fonction de la capacité des usines à la traiter, mais en fonction de ce que la nature peut offrir. Disons qu'on fait ça une gestion écosystémique de la ressource. Le principe est bon, j'ai l'impression, mais c'est comme un gros paquebot dont il faut changer la direction. Ça se fait pas du jour au lendemain, c'est sûr, mais on a beaucoup de questionnements par rapport à comment c'est mis en place. D'abord, premièrement, ce ministère-là, les effectifs, il y a une carence d'effectifs majeure. Il n'y a pas assez de monde pour le mettre en œuvre. Et aussi, un des principes aussi qui avait été, un nouveau principe qui avait été admis aussi, qui avait été recommandé par la Commission Coulombe, c'est que la ressource ne soit pas accordée à ceux qui jouent déjà sur le parterre. Donc, c'était les compagnies de forestières majeures. Puis, il ne restait plus de place pour l'innovation, si je peux dire, parce que la presque totalité de notre ressource est transformée soit en 2x4 ou en papier. On peut appeler ça du bas de gamme. Puis c'est encore le cas. C'est encore un problème. Donc, le nouveau régime forestier accorde une partie, je pense que c'est 30 % du bois maintenant qui va être mis aux enchères. C'est-à-dire qu'il va y avoir d'autres acteurs, d'autres joueurs qui vont pouvoir participer à cet encan-là, si on veut dire. Mais je crois que ça a été du 30 % ça a été réduit à du 10 % si je ne me trompe. Si je ne m'abuse, j'ai l'impression qu'ils ont mis les breaks là-dessus. D'une part, et ça. Et aussi,
on se pose des questions sur la volonté vraiment politique de faire cette révolution forestière qui aurait dû être faite il y a longtemps. On voit que si on veut faire une gestion écosystémique aussi en forêt, je parle surtout du territoire dont j'émane, l'Abitibi-Témiscamingue, où est-ce que tu as 40% du territoire qui est dans zone humide, donc les swamps et tout ça. Et pour aller faire une foresterie là, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait une machinerie qui soit adaptée à ça, et non pas rentrer avec des 40 tonnes là-dedans. Le parc de la machinerie, il ne semble pas qu'il a été changé, ou qu'ils n'ont pas été obligés de changer la machinerie en question. Ça, on se pose énormément de questions aussi là-dessus. Donc, pour résumer, je pense que les principes qui ont été mis de l'avant sont bons. Mais depuis, ça a pris quand même 10 ans là, avant que ça se mette en place. Le ministère est en termes d'effectifs, il y a des énormes carences. Et on va voir assez rapidement. Puis une autre chose aussi qui ne touche pas, nous autres, on a un problème, on en parlera peut-être avec sur le régime minier. 40% de l'Abitibi est sous claim. Donc, il y a des prétentions minières. Et sur un claim, il ne peut pas y avoir d'autres projets que cette mine potentielle éventuelle qui est là. Pas de développement domiciliaire. On ne peut même pas assurer la qualité de nos sources d'eau potable. Et encore moins d'air protégé. Alors, je sais que la ministre Ouellette, quand elle était, il y a quelques années, elle était en commission parlementaire. Donc, elle était dans l'opposition à l'époque et avait été très virulente par rapport au régime minier. Mais là, elle est en place, puis il ne semble pas que ça bouge non plus. Pour l'action boréale, ça nous retarde beaucoup. On a l'impression qu'il y a plusieurs choses qui se sont faites après l'ère boréale et qu'il y a eu beaucoup de changements, mais que pour True Story, l'impact n'a pas été le même encore pour ce qui est du changement des façons de faire. Non, on parle de deux choses complètement différentes. L'erreur boréale, ça s'adressait disons que ça a sensibilisé l'ensemble des Québécois parce que les Québécois sont très proches de leur forêt. Comment je peux dire ça? Ils ont un arbre à la place de la colonne vertébrale, si je peux dire. Il n'y a pas personne qui n'a pas un parent qui reste dans la forêt. Puis d'ailleurs, les Québécois, quand ils s'en vont en vacances, ils s'en vont sur le bord d'un lac avec une chaloupe. Puis, donc, ça touchait beaucoup. Mais True Story, c'est les mines. C'est un monde qui est pas tellement connu en dehors de la région, où vraiment c'est nordique, là, tu sais, dans les régions du Nord. Mais tranquillement, c'est un peu normal que ce ne soit pas aussi populaire que ça. Mais comme cette loi-là s'applique à l'ensemble du sous-sol, donc aux hydrocarbures puis au gaz, probablement que les gens commencent à être sensibilisés un peu à c'est quoi la loi des mines. OK. Voilà. Merci. Prochaine question, Laura Lévesque, Le Quotidien. Bon, on va rester sur les mines. Qu'est-ce que vous pensez justement de l'attitude du gouvernement péquiste concernant les redevances minières? C'est une tergiversation depuis qu'ils sont là. J'ai pas encore senti, j'ai pas encore vu, je pense, de décision ferme par rapport au changement qu'il veut apporter à la loi ces mines. Puis ça m'étonne un peu encore, parce que ça fait quand même 2 ans et demi, 3 ans que c'est discuté, ça. Je suis sûr, il y a eu 2 commissions parlementaires même, donc ils devraient être au courant un peu. Mais je pense que, en fait, il n'y a aucune décision qui a été prise. Fait qu'on peut pas. On reste encore sur la loi des mines, là. C'est le même régime là, qui fonctionne. C'est-à-dire que le système il voulait changer le système de redevance. Il n'a pas été changé à date. Parce que, on taxe encore les profits des compagnies. Mais c'est les compagnies qui déterminent, qui font leur propre comptabilité. Fait que là-dedans, c'est des prestigitateurs. Est-ce que vous sentez que le gouvernement est en train d'un peu de reculer sur ce qu'il voulait faire? C'est difficile à dire. Je pense que oui.
Puis ça va... Une chose aussi qui va freiner probablement leur décision, c'est le fait que le prix des métaux tend à baisser depuis quelque temps. Ça fait que là, ils vont devenir frileux. Mais je ne sais pas. Je peux pas... Est-ce que, donc, c'est un peu... Et sur la forêt, le changement, bon, il n'y en a pas, c'est quand même assez bien intégré. Bon, la réforme ne semble pas partir, mais qu'est-ce que vous pensez du chantage des compagnies? Bon, j'emploie le terme, mais je l'assume. Que ce soit les compagnies minières qui disent, bon, si vous touchez au régime de redevance, on va arrêter d'exploiter, on va s'en aller. On voyait, c'était le projet d'uranium, je pense, dans le coin de cette île, on parlait cette semaine, bon, on a déjà investi tant de millions, et si vous changez les redevances, on s'en va. Pour ce qui est de la forêt, on a résolu, bon, mais si il va trop aux enchères, nous, on ne peut pas emprunter, on n'a rien de garanti. Qu'est-ce que vous pensez de ces pressions-là que font les entreprises sur le gouvernement? Bien, ils ont toujours... ça n'a pas changé. Ils ont toujours été comme ça. Disons, par rapport à l'industrie minière, nous, je pense qu'il n'y a pas trop lieu d'être inquiète parce que s'ils partent, le minerai va rester. Hein? Puis, il est très... c'est le prix des métaux. C'est le prix du bois, c'est le prix des métaux qui détermine l'attitude des forestières puis des minières. C'est grosso modo. Je pense pas que de monter une redevance de 2-3 % c'est ça qui va les énerver tant que ça. Je ne sais pas si vous avez entendu ce matin, on parle, je pense que c'est l'Assemblée de Barrick Gold aujourd'hui, et on a attiré un dirigeant avec une prime de 12 millions à l'embauche. Il doit être bon. Faut croire. Alors qu'il pourrait jouer pour le Canadien. Prochaine question, François Saint-Gilet, Le Quotidien. Que pensez-vous, M. Desjardins, la filière hydroélectrique? Vous savez, vous êtes quelqu'un des régions où la forêt, les mines, l'eau ici, c'est ce qui définit l'économie du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est ce qui nous définit, c'est ce qui définit plusieurs régions ressources. Donc, on a un peu une dualité entre comment on fait pour préserver et exploiter. Que pensez-vous de tout ce dossier d'hydroélectricité qui a suscité beaucoup de controverses, surtout justement dans les régions, parce que pour les acteurs locaux, c'était vraiment pour eux un modèle de développement économique? Vous parlez de quoi? Des mini-centrales, plus précisément. Ah, les mini-centrales. Je sais pas. Je vais pas... c'est pas une chose de laquelle je suis très familière. En tout cas, à ce que je sache, on tend à faire des mini-centrales en sachant d'avance qu'ils sont déficitaires. C'est ce que je sais. Ça va coûter plus cher, le kilowattheure, il va coûter plus cher que le prix qu'on va le vendre. Ça veut dire ça que, là, je m'en vais en terrain que je connais pas, là, mais c'est le sentiment que j'ai pu voir, puis ça veut dire ça que ces projets-là sont financés par l'ensemble des Québécois. C'est ce que... En fait, dans votre perspective, un peu bizarre. Monsieur le Président, c'est dans le fond le bois, l'eau, dans les mini-centrales, pour nous, c'est pour vous, dans votre vision à vous, la vision de True Story, la vision de l'aurore boréale, c'était d'abord c'était pas de freiner, si je comprends bien. Bon, c'était pas de freiner, mais c'était d'améliorer les pratiques, parce que certaines personnes se sont érigées, ont décidé que ça, c'était en fait, je pense que pour freiner l'économie, alors que c'était pas votre perspective. Tu sais, en fait, ce que je pense là-dessus, j'ai un chiffre que j'évoque souvent. Ça fait 150 ans qu'on exploite nos ressources forestières, minières, hydroélectricité. Et on se retrouve avec une réalité qui est assez claire. 70 % de la population du Québec vit dans un rayon de 100 km de Montréal. Laval, Montréal, Longueuil, c'est plus que la moitié du monde qui vit dans ce 100 km. Je trouve pas ça normal. Ça veut dire une chose, c'est que nos régions ont été mal développées. Puis il y a eu un pattern qui a présidé à l'exploitation des ressources, c'est d'aller chercher du vrac, de très peu le transformer, peut-être l'aluminium c'est une exception, de très peu le transformer et aussi le plan Nord tel qu'il est défini, c'est encore pire. Au moins que le fer, on faisait des boulettes. On les amenait à cette île, puis ça partait pour l'industrie automobile. Là, c'est en vrac que ça va partir. Par Coudjouac, par les ports qu'on va construire. Donc, on a eu une tendance à faire de très peu de transformation. Encore aujourd'hui, après 150 ans de foresterie,
essentiellement, on fait du 2x4, puis de la pâte à papier, puis le papier, mais c'est bien de valeur, mais ça s'en va. Puis là, on est subsidiaire directement de la construction américaine. Puis si ça ne se bâtit pas, on plante. J'ai toujours été étonné comment ça se fait qu'au Québec, ici, on n'ait pas d'IKEA. Tu sais, d'usine internationale de transformation. Comment ça se fait après 150 ans? C'est parce qu'on n'a pas réussi. On ne se décide pas à prendre la maîtrise de A à Z de nos ressources. Puis c'est pour des questions souvent idéologiques, je crois. Vous savez, c'est la ministre même des Ressources naturelles avec qui j'ai pris une bière à un moment donné, puis elle m'expliquait que le plan Nord, grosso modo, c'est des énormes gisements de fer et de nickel. Il y en a une couple dans le Nord. Puis, on les a trouvés. Ils sont là. Ils sont très définis. Tu n'as pas d'argent à faire là, dans l'exploration. Tu les as trouvés. Tu as là tes gisements. Les gisements de fer, on peut très... On sait comment... C'est nous autres comment les transformer. Le nickel aussi. Puis, quand ça a été abordé, la question de nationaliser ou faire une nationalisation quelconque de ces gisements-là, le ministre ou le premier ministre disait non, nous autres, c'est contre notre idéologie de nationaliser, on est pour l'entreprise privée. Puis, voilà. On ne s'est pas échaudé avec l'amiante là-dessus? Oui, mais ça, c'est une autre affaire. Ouais, c'est pas la... Mais je veux dire, comme exemple de c'est nationalisation... Oui, non, mais je veux dire, je pense pas que la réputation du nickel va tomber, là, tu sais. Alors, on se retrouve dans une situation un peu paradoxale. C'est qu'il y a une compagnie chinoise qui va exploiter, je ne me souviens pas si c'est le fer ou le nickel, une compagnie chinoise qui va exploiter nos gisements, mais c'est une compagnie nationalisée chinoise. Quand les gens vous abordent, est-ce que, en majorité, est-ce que les gens vont vous parler de vos films, vont vous parler de votre carrière de chanteur? Vous êtes dans un spectacle, les gens vont vous parler plus musical, mais vous croisez des gens, par exemple, à l'épicerie ou peu importe. Est-ce que les gens vous abordent beaucoup sur votre carrière de cinéaste aussi? Ah, c'est un peu mêlé, c'est un peu mélangé. Ça dépend des personnes. En général, ils parlent de mon ouvrage. Ils vont dire, j'aime bien l'ouvrage que tu fais. Ça inclut un paquet d'affaires. Okay. C'est pas le sentiment général. Puis vous, qu'est-ce qui vous rend le plus fier? Ah, tout. S'il y a un impresario, venez vous voir, M. Desjardins, à partir de maintenant, vous devez faire un choix. C'est comme je vous demandais lequel de vos enfants vous aimez le plus, là, mais si vous aviez... disons, grosso modo, je peux vous dire que c'est pas avec les documentaires que j'ai gagné ma vie. Ça, c'est certain, ça. J'ai dû travailler avec Robert Mondery, puis dans tous les documentaires, dans les budgets des documentaires, l'item réalisation est un item unique, il faut séparer la paye en deux. Ça partait. On a tous nos documentaires, on les a tous faits en bas du salaire minimum. Ça, c'est certain. Vous vous êtes exploité? Oui, ça on peut dire. Pourquoi pas? Mais non, c'est sûr. Puis pour gagner ma vie, mais j'étais privilégié. J'ai pu avoir accès au public à un moment donné. Puis voilà. Par la force des choses, parce que personne n'en voulait, j'ai produit mes propres albums. Mais c'est parce que personne n'en voulait, là. Fait que je les remercie d'avoir refusé de me produire. Fait qu'aujourd'hui, je peux vivre convenablement de ça. Merci. Prochaine question de Denis Lapierre, Radio-Canada. Je refais un appel à mes collègues pour d'autres questions. Denis. M. Desjardins, qu'est-ce que vous pensez de vos émules? C'est-à-dire, vous avez lancé un mouvement, en tout cas on peut le croire, avec l'aurore boréale. C'est un activisme environnemental qui n'était pas très présent au Québec, qui existait, mais qui n'avait pas les échos que le film a eu. Depuis, il y a plusieurs groupes qui sont nés. On parlait des petites centrales. Il y a la Fondation Rivière, il y a plusieurs groupes là, qui dénoncent ce qui s'est passé à cette île avec l'uranium, par exemple. Il y a vraiment beaucoup
beaucoup de groupes organisés qui ont une place à l'intérieur de la société, qui ont des moyens de communication, des techniques de communication efficaces. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que vous trouvez que c'est j'allais dire, un beau dommage collatéral de votre production d'activiste vous-même? Un dommage collatéral? Ben, je sais pas, moi, je pense que cette inquiétude-là par rapport à la vision qu'on a de notre territoire n'est pas partagée. Il y a une vision qui est très, très générale. Une ressource, tu l'exploites, puis tu prends de l'argent, puis on l'a vu dans les mines, nous autres. Là, je veux dire, puis tu laisses, excusez-moi l'expression, tu laisses ta marde en place. Les rivières, j'ai l'impression, aussi, tu sais, ils ont rendu faire des mini-centrales, puis déficitaires en partant. Puis souvent, une rivière, mais qu'est-ce que ça fait si tu la laisses là tranquille, qu'elle la laisse couler tranquille, comme elle fait depuis des millions d'années? C'est pas grave, ça, tu sais, je veux dire. Ben, c'est un peu normal, il y a des citoyens, aussi les Autochtones aussi se plaignent beaucoup d'utilisation qui a été faite de leur territoire aussi. C'est des questions tout à fait normales aussi. Puis avec les moyens de communication aujourd'hui, l'Internet, se savent beaucoup plus rapidement. C'est un peu c'est pas relatif. C'est pas juste au Québec, ça. C'est à la grandeur du monde, je pense. Avez-vous l'impression qu'ici au Québec, vous avez été pour quelque chose à cette émergence, si on veut, de la contestation? De cette forme de contestation-là? Ben, c'était peut-être... il est sorti en 99, le film. C'était peut-être une première fois que quelqu'un contestait, mettons, à télévision, hein, je veux dire, à grande écoute, que quelqu'un contestait l'utilisation du territoire de façon comme je le faisais, tu sais, en y allant jusque dans le fond de mon cœur, mon esprit. C'est peut-être la première fois que ça se faisait. Avant ça, c'était des notions assez floues, tu sais. Puis en même temps, nous, c'était pas... on représentait aussi une inquiétude qui était partagée par beaucoup de Québécois, puis par beaucoup de scientifiques, d'ingénieurs forestiers, qui disaient « Ouf, la façon dont on utilise la forêt, c'est là, ouf! » Comme il y a un moment donné, quelqu'un a dit « Moi, j'ai très peu confiance en leur méthode D'ailleurs, le rapport Coulomb a été clair là-dessus. On sait à peu près maintenant c'est quoi l'histoire. Il utilisait un logiciel qui s'appelait Silva. Nous autres, on appelait ça Silva Resté du Bois. Mais puis, ça a commencé un peu comme ça. C'est quand quelqu'un de l'Université Laval, ou entre autres, si je me souviens bien, qui a dit « Moi, ce logiciel-là, là, pas sûr pantoute. » Puis, effectivement, c'est là que... À ce que je sache, la commission Coulomb, d'ailleurs, quand la commission Coulomb a commencé ses travaux, on était, à l'Action boréale, nous autres, on a été un des premiers à témoigner. Puis on a dit, on pense qu'il reste, en termes de forêt naturelle, il reste à peu près 13% en Abitibi. M. Coulomb nous a répondu, je ne suis pas venu ici pour regarder des scénarios apocalyptiques. Bien, là, on dit, notre chien est mort, lui, il n'y a rien qui va arriver avec cette commission-là, là, tu sais, je veux dire... Puis finalement, ce qui semble être arrivé, c'est que il avait prévu 3 heures au ministère des Ressources pour 3 heures pour se faire expliquer le système, le logiciel de Silva. Silva détermine comment de bois qu'on peut aller chercher dans toutes les patchs de forestières du Québec. Donc, il avait prévu 3 heures, puis au bout de 3 jours, il n'avait pas encore compris. Ça fait que j'ai l'impression que là, c'est là que la commission Coulomb a changé, le cap a changé peut-être. Mais ce que je veux dire, c'est que nous autres, on est arrivés en 99, je pense, comme on a allumé une allumette dans un mélange de gaz qui était déjà là. L'inquiétude était déjà là. Si les autres ont pu... ça a provoqué une onde de choc, ça, je le sais, je m'en rappelle. Mais je m'en rappelle, j'étais même pas ici. Mais quand ça a sorti... l'affaire, c'était peut-être la première fois que les Québécois se faisaient interpeller sur la gestion de leurs ressources naturelles. Peut-être. Puis là, ben, ça a donné peut-être l'idée aux autres.
Prochaine question, Bertrand Tremblay, Le Quotidien, qui sera suivi par Mégane Dionne, Radio-Canada. Monsieur Tremblay. Vous avez parlé de transformation en région, que tout était dans la région de Montréal, mais... Comment vous dites, Montréal? Vous dites que la transformation, ça se fait, enfin, que toute la population se trouve dans la région de Montréal, et que ici, dans les régions, il ne se fait pas de transformation. Mais la politique aussi a dirigé la transformation dans les grands centres et non pas dans les... Bien ensuite de ça, il faut faire de la recherche, à mon sens, pour faire de la transformation. Et dans la région, on peut faire de la recherche maintenant avec l'université, mais l'université ne date que de 30 ans, alors que... Là, on en voit, puis avec l'université, là, depuis, seulement que dans l'aluminium, à l'heure actuelle, on a une 60aine d'entreprises qui font de la transformation et qui ne sont pas aidées par l'État. On voit, par exemple, Rémac, qu'on annonçait ce matin dans le journal. Rémac, c'est une entreprise de la région, une entreprise de Jonquière, et qui vient de construire la plus grande passerelle en aluminium au monde. Parce que faire des passerelles en aluminium, c'est des alliages, mais en fait, toutes sortes de... Alors ça, on a réussi à faire ça dans la région. À l'heure actuelle, ça génère à peu près 2500 emplois dans la région. Avant ça, il n'y avait pas de ça, mais dans la forêt, on espère faire la même chose. Mais il faut aider, parce que dans la région de Montréal, c'est surtout la grande entreprise là, qui fait de la transformation, puis toutes des petites... Mais Bombardier, c'est un bon succès, mais ça reçoit combien de subventions par année, Bombardier? Je sais pas. 1 milliard de dollars. Ben, du moins, à ma dernière connaissance. Là. Alors, il faut quand même... C'est pas parce que les régions ne veulent pas faire de la transformation, mais souvent, la politique a surtout confié, à mon sens, aux régions l'exploitation, c'est-à-dire l'exploitation de ressources pauvres, c'est-à-dire qu'on envoie à l'étranger après. Et, ben, en tout cas, je ne vois pas de contradiction avec ce que je dis non plus. Il en reste que le minerai de fer, le minerai de nickel va s'en aller en vrac, là, celui puis l'énorme plan Nord. Il en reste encore que dans le bois, c'est du 2x4 puis de la pâte à papier, surtout prioritairement compris. La transformation, il y a Chibougamau. Il faudrait que ça commence pendant qu'il en reste. Ouais. Est-ce que M. Desjardins, vous avez l'impression que l'impact de l'aurore boréale a eu sur la récolte forestière, il y a beaucoup de méthodes qui ont changé, qui se sont améliorées, mais sur le plan, comme vous dites, de la transformation, de qu'est-ce qu'on fait avec le bois une fois qu'il est récolté, ça a pas beaucoup changé? Ça n'a pas beaucoup changé. Il y en a fait aussi que, peut-être que j'ai omis tantôt, je connais à Québec, je connais des luthiers. Eux autres, ils font des super bonnes guitares, des guitares acoustiques, puis ils utilisent des pinettes blanches, puis vraiment. Puis les autres, ils ont eu besoin, eux autres, je me souviens, quand j'étais allé dans leur atelier, ils avaient besoin de trois épinettes blanches par année. Non, mais de la bonne, là, tu sais, des 3 épinettes blanches. Ils n'ont jamais été capables de faire aucun deal avec aucune compagnie pour avoir 3 épinettes blanches. Puis là, quand on parle de lutherie, c'est la transformation maximale que tu peux faire avec un arbre. Tu imagines une épinette blanche de même, tu es capable de sortir 13 guitares que tu vas vendre 3 000 à 4 000. Là, tu parles. Dans le nouveau régime, je ne sais pas ce qui est arrivé depuis ce temps-là, mais il allait pirater ça l'hiver, eux autres. Là. Il allait voler les épinettes blanches dans le bois en skidoo, puis toute l'affaire. Mais le nouveau régime forestier, on pensait, nous autres, que ça serait un peu en fonction de ce que tu vas faire au maximum de l'arbre. Tu vas être le premier à choisir tes arbres, à avoir ton bois à toi. Tu commences avec les luthiers, les fabricants de violons. Ça, c'est ça qui est le plus payant. Puis à la fin, mais dépendamment de la disponibilité du bois, bien à la fin, mais tu fais du papier avec ça. Tu sais, en dernier, tu fais du copeau, puis mais cet ordre pyramidal-là d'utilisation, on ne la sent pas dans le nouveau régime forestier. Vous avez l'impression, dans le fond, c'est les grandes entreprises qui ont les rangs assez solides, qui vont pouvoir faire les meilleures offres. Même le 30 % qui reste, ceux qui vont bider là-dessus, ceux qui vont avoir accès à ça, c'est qui d'autre qu'eux autres mêmes? Ça va prendre
J'imagine que je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais j'imagine que ça va prendre un financement. Selon vous, l'offre pour 3 arbres, elle va passer en dessous de la pile. Oui. On fait des Merci. membres. Prochaine question, Mégane Dionne, Radio-Canada, qui sera suivie par Jean-Michel Turbide d'ATM. Bien, Monsieur Desjardins, on vous a entendu brièvement sur les Amérindiens, sur les Autochtones. Moi, je voudrais savoir, avec le mouvement Idle No More, est-ce que vous considérez qu'on intègre bien les Autochtones dans la gestion des ressources? Non. D'abord, Idle No More, ce n'était un peu comme le printemps érable, si on peut dire. C'était ces deux mouvements, deux poussées avec sans grande structure politique derrière. C'est toujours été un peu flou, un peu ambigu. En fait, c'est une colère qui est très... une colère très... un ressenti vraiment profondément, puis c'était la forme qu'elle s'est exprimée. Mais il n'y a pas eu de projet politique derrière. On le sentait d'ailleurs très le début, ça devenait tout... Mais par rapport aux Autochtones, moi, je trouve ça c'est beaucoup plus grave. C'est une question de survie, là. Quand le gouvernement Harper a obtenu le pouvoir en 2006, c'est quoi? Une des premières choses qu'ils ont faites, c'est qu'ils ont scrappé l'entente de Kelowna. L'entente de Kelowna prévoyait un investissement de plusieurs milliards de dollars pour qu'à la grandeur du pays, les Autochtones puissent rejoindre un peu cette qualité de vie que les Blancs ont. T'sais. Ça, c'était suite au rapport Erasmus une commission royale d'enquête Erasmus de 1995, où est-ce qu'il en était une vaste étude, où est-ce qu'il en était venu à la conclusion qu'il y avait deux sociétés vraiment très différentes qui coexistaient. Même encore aujourd'hui, même pour les écoles primaires au Québec, chez les Autochtones, c'est 50% moins d'argent pour le même enfant de 7-8 ans. T'sais. Donc, l'accord de Kelowna qui était en train de se signer, il prévoyait un investissement massif dans l'éducation, surtout. Dans l'éducation, puis aussi, Kitsakek, qui n'a même pas encore d'électricité, là, dans le parc La Vérandrie, là, puis un barrage chaque côté qui appartient à l'hydro, des choses, ça se peut pas, là, pauvreté, puis tout ça. Puis Harper, il a scrappé l'entente de Kelowna. C'est à refaire, tout ça. Mais quand il est arrivé, ce qui s'est passé à Wapiscat, tout de suite, la réaction gouvernementale a été de dire on envoie tant d'argent dans les réserves, et ça devrait bien aller. Et souvent, lorsqu'on entend des gens critiquer contre les Autochtones, qu'on dit, ça coûte tant à l'État, ça coûte trop cher, que ça revient toujours à une question d'argent. On dit, on leur donne tant d'argent et tout ce qu'ils demandent, c'est encore plus d'argent. C'est la perception primaire, mais qui est quand même là dans la population. Oui, c'est sûr. Mais, je suis d'accord. Mais, il faut... un conseil de bande, c'est pas une chose... moi, j'ai travaillé surtout avec les Algonquins, puis je me suis toujours demandé, comment ça se fait? Il y a 11 communautés algonquines. Puis, ils sont pas capables de se fédérer, tu sais. Ils sont pas capables de... Ils ont de la misère à se fédérer. Je me rappelle quand on a sorti Le Peuple invisible, le film, c'est l'histoire des Algonquins. Il y avait une conférence de presse le lendemain. Tous les chefs de chacune des 11 communautés étaient là pour voir le film. C'était la première fois qu'ils se rencontraient là, dans toute leur histoire. Puis, je me rappelle, je voulais les embarrer dans la place. Il y avait une conférence de presse exactement comme ici. Je voulais les embarrer, puis vous allez sortir de là quand vous aurez une entente commune. Mais les conseils de bande, c'est une invention fédérale, ça. Ça n'existait pas. Ça. Les Algonquins n'ont jamais eu de chef. Historiquement, les Atikamekw, il n'y avait pas de chef. Le chef, c'est celui qui savait où était à l'orignal, puis il savait aller le tuer. Puis c'est des petites bandes sur des grands territoires, des centaines d'individus. Souvent, ils se reconnaissaient, ils étaient une centaine. Bien là, quand ils ont décidé de faire des réserves en 1850, c'est là que la notion de chef et la notion de bande leur a été imposée. Mais c'est fondamentalement des anarchistes qui ont toujours vécu dans le bois.
Donc, là, ça a été créé là, parce que le fédéral, mais il voulait avoir un interlocuteur unique. Donc, on va inventer le concept de chef. C'est resté, puis ils ont engraissé aussi le chef. Aujourd'hui, dans les communautés, c'est souvent 2 familles qui se disputent le pouvoir. King ou Thornton ou ben non, voilà. Puis quand tu fais le plus d'enfants possible sur ton bord, ben à un moment donné, tu vas pogner le pouvoir. Puis quand tu prends le pouvoir, c'est vraiment, là, c'est primaire, là. Puis il prend le pouvoir, puis fait qu'automatiquement, il n'y a aucun professionnalisme, sauf peut-être à Maniwaki. Il n'y a pas de professionnalisme de fonction publique chez les bandes indiennes. Quand toi, tu pognes le pouvoir, tu as le plus de votes, tu crises dehors tout le monde, toute la gang des administrateurs, puis ça recommence. Tu sais, c'est comme ça que ça marche. Puis, provincial. Ouais, mais comme dans l'ancien temps, c'est un peu, tu sais, je veux dire, le chef de bande arrive, puis là, il se retrouve avec son pick-up, puis il se retrouve avec son salaire de 125, 100 000 $. Pour le même nombre, tu sais, un maire d'un village blanc, un maire, il va gagner 10 fois moins, mais c'est tout entretenu, ça. Mais c'est un problème, c'est sûr, mais ça n'a rien à voir avec... ça n'a rien à voir avec les problèmes qu'une société comme les Algonquins ou les Montagnais ou les Cris qui ne sont pas conventionnés par l'abbé James. Ça n'a rien à voir ce que vous dites, c'est plus du domaine du préjugé que d'autres choses. C'est pas des sommes considérables, mais ça n'a rien à voir avec l'investissement qu'il faut qu'il soit mis dans l'éducation des enfants. T'sais. Les écoles primaires dans les communautés algonquines, mais ça fait dur. Ce que certaines personnes vont dire aussi, je vais venir à toi, Jean-Michel, ne t'inquiète pas. Ce que certaines personnes vont dire, c'est que, bon, on voit... la Juron à Québec, on est ici Machetoyache, qui est quand même bien intégré. On a certaines réserves près des grandes villes où il y a certaines industries et tout, mais est-ce que c'est viable? Comment on peut assurer la survie des réserves? Bon, vous parliez dans le parc de la Vérandrie, qu'on parle d'Abitibi, donc ils sont loin des grands centres. Est-ce que c'est viable, est-ce que c'est possible de conserver ces réserves-là en régions très, très éloignées où ça peut être difficile d'avoir des industries autour? Conserver, quand vous dites conserver, c'est vous qui parliez, là, parce que les autres, ils sont là bien avant nous autres. Bon, oui, je suis tout à fait d'accord. Je vous dis pas, je vous dis c'est des choses qu'on entend. C'est pénible. C'est pénible parce que j'ai l'impression qu'on assiste à comme une agonie tranquille de ces communautés-là. Puis c'est très difficile aussi, moi, de parler parce que les critiquer, eux autres, il faut y passer une saison, 2 saisons là pour comprendre. C'est très fort, hein? Je veux dire, quand un être humain se sent indien, se sent algonquin, c'est très fort. C'est plus fort que... ils préfèrent mourir ensemble. Tu sais, il pourrait bien, il y en a beaucoup aussi qui s'en vont, mais moi, ça m'étonne encore qu'il y en ait autant. Tu sais, dans les sentiments d'appartenance. Nous autres, on a un sentiment de fierté d'être Québécois, mais je veux dire, quand ton ancêtre est là, lui, depuis 10 000 ans, tu sais, c'est fort. Puis même le fait qu'on a essayé le terrible passage au pensionnat où est-ce qu'une génération complète d'enfants perdait contact avec leurs parents 10 mois par année à l'âge de 6 ans jusqu'à 12 ans. Ça, c'était énorme comme les effets que ça a eu dans la société. Bien, ils sont encore là. Puis d'un autre côté, je vais vous dire aussi comment faire. Bien ça, tu sais, c'est plutôt à eux autres, à un moment donné, qui vont le définir aussi. Tu sais, je veux prendre une communauté comme peut-être la plus sinistre de la gang, à Rapid Lake, dans le parc La Vérandrie. Eux autres, ils essayent ils vont chercher, l'Hydro-Québec va chercher, je ne me souviens pas, des millions en électricité. Les compagnies forestières, des millions pour le bois. Eux autres, ils n'ont même pas d'électricité dans la réserve, dans la communauté. Puis, il n'y a aucune crise de scène de redevance de quoi que ce soit. Fait que c'est leur territoire, ça se fait skiner, puis le village est pauvre raide.
dans le film, on le dit à un moment donné, c'est plus facile d'acheter de la cocaïne que de la farine. Tu sais, dans ces communautés-là. Puis, il faut qu'il y ait on peut pas laisser ça de même. Moi, j'en ressens comme une honte de savoir que dans mon propre pays, il y a une sous-classe d'êtres humains. À tous les rapports, à tous les niveaux, le taux de suicide, tu sais, on a tendance à dire, ouais, mais ah ouais, les Indiens, ils sont sous, puis ça, ils travaillent pas, puis non, mais toi, si t'es Indien, qu'est-ce que tu ferais, toi? T'sais? Va rester, va passer un an, là, toi. Merci. Prochaine question, Jean-Michel Turbide, ATM, qui sera suivi par Bertrand Tremblay, Le Quotidien. Vous m'excuserez de passer du coq à l'âne. Je reviens dans le dossier de la mini-centrale à Val-Jalbert. Des opposants avaient établi un camp permanent à l'entrée du site du côté des promoteurs, peu d'ouverture. Est-ce que vous avez encore espoir que le gouvernement ou que les promoteurs du projet reculent? J'ai pas suivi beaucoup ça. J'étais Fondation Rivière. Val-Jalbert? Oui. Non, j'ai pas tellement. Non, mais je suis pas beaucoup ça. Je sais. On peut y aller plus général, mais quand il y a des causes comme ça où il y a très peu d'ouverture de la direction des promoteurs, pourquoi les organismes continuent finalement de militer? Est-ce que vous croyez que c'est efficace? Aucune idée. Moi, je veux dire, tout ce que je sais, moi, j'étais un payeur de taxes ordinaire québécois, puis je vois qu'ils font des barrages, puis qu'ils vont le vendre à perte. Je veux dire, là, c'est stupide. Je veux dire, ça, un peu trop d'autres choses. Je sais pas. Une perception, M. Desjardins, qu'il y a parmi certains, c'est que on a l'impression que, bon, je vais revenir sur Val-Jalbert, je comprends que c'est pas un dossier que vous avez étudié, mais faire un peu le tableau, qu'il y a une opposition qui vient de groupes écologistes basés à Montréal. Les gens ont un peu l'impression que c'est les gens à Montréal qui bloquent des projets de développement dans les régions. Et vous êtes bien placé. Oui, bon, votre carrière, on peut dire certainement à Montréal, mais vous êtes un gars d'Abitibi, un gars vraiment ancré en région. Mais comment vous voyez cette opposition-là de groupes venant de Montréal, la vilaine, qui empêche le développement dans les régions? Bien, vous leur poserez la question. Nous autres, à l'Action boréale, on est 7 sur le CA, puis on est tous originaires là, puis il y en a 6 qui vivent là en permanence. Puis ensemble, on a plus d'enfants que toutes les municipalités régionales de comté, des CA, donc la moitié. Ça fait que on est vraiment implantés là-bas. Puis tandis que les autres mouvements, allez leur poser des questions, mais je ne sais pas. Souvent, même nous autres, on a souvent eu des problèmes avec eux autres. Et souvent, comme des organismes comme Greenpeace ou Équiterre ou l'autre Forest, c'est pas CBI, là. En tout cas, j'ai perdu les noms. Souvent, eux autres, ils faisaient des deals, ils ont fait des deals directement avec les compagnies. Au-dessus du gouvernement, sans consultation, avec des maps, vous avez parfaitement raison, avec des maps d'un bureau de Montréal. Ils ne sont jamais été sur le terrain. Puis il dit, à un moment donné, ils ont dit, on vient de... Ça nous a nuit beaucoup, c'est notre travail. Nous autres, on fait un travail régional qu'on pense que les succès qu'on peut enregistrer là vont être répercutables sur la grandeur du pays du Québec. Mais là, quand ils font un deal, on va sauver 50% des forêts boréales. Hey, Chris, 50%, si tu prends ça, tu sais. Là, finalement, dans le 50%, il y a toutes les swamps et la taïga là-dedans. Tu sais. Ça fait que là, ça donne un pouvoir aux compagnies de dire, bien, écoutez, Action boréale, ça met un frein sur, exemple, la création de tout le réseau des aires protégées dans le sud, qui sont beaucoup plus convoités par les forestières que dans le nord. Tu sais. Ils font des ententes comme ça. Donc, là-dessus, je suis plutôt d'accord avec vous. Prochaine question. Puis nous autres aussi, on a un conseil d'administration, puis on a une assemblée générale à toutes les années. Puis eux autres, c'est des dirigeants d'Amsterdam. Là, ils sont 20, puis c'est toujours les mêmes, puis sans légitimité nécessaire. T'sais. Mais je suis très critique aussi par rapport à ces groupes-là. Merci. Prochaine question, Bertrand Tremblay, Le Quotidien. Concerne le prix de l'électricité. Si les mini-centrales sont pas aussi payantes, évidemment, que les grands
exploitation des grandes rivières du Nord, là, mais l'éolienne est encore moins rentable. Est-ce que vous êtes en faveur de l'exploitation éolienne dans notre territoire? Ben, je sais pas. C'est pas quelque chose que je connais non plus beaucoup. On perd de l'argent. C'était au-dessus de 10 cents, je pense, du kilowattheure. C'était juste en passant. Ben, je veux dire, en principe, tu sais, en développement, si tu développes puis que tu sais mauditement bien que tu vas être déficitaire, ben, moi, le principe que tu le fais pas, tu sais. Il y a des milliards qui ont annoncé, là, en tout cas. Ouais. Mais je voulais vous demander tout simplement ce qui concerne, pour revenir à la forêt, deux questions rapides, là. Est-ce que vous avez déjà visité notre université? Oui, tu as déjà vu. Oui. Est-ce que vous avez visité aussi le consortium, là, ce qu'ils font sur la recherche de la... Ben, j'y connais pas. Mais vous n'êtes pas allé les rencontrer, voir ce qu'ils font, par exemple, pour générer la forêt, etc., pour activer la génération forestière chez nous? Non, ben non, je ne suis pas allé, non. Ben, j'ai suivi le travail. Vous iriez les rencontrer? Pardon? Si vous étiez invité, est-ce que vous iriez les rencontrer? Bien sûr. Bon. Deuxièmement, en ce qui concerne, à l'heure actuelle, les facultés... Le café est aussi bon que c'est. À la suite de l'erreur boréale, les étudiants ont fui les facultés de foresterie. Ouais. Est-ce que vous encourageriez les jeunes quand même à devenir encore des ingénieurs forestiers? Absolument. Hein? Parce qu'ils ont l'impression qu'il n'y a plus d'avenir dans la forêt. Bon, bien, je vais vous répondre là-dessus. C'est une question qui revient souvent, ça. Puis, je veux juste faire remarquer que la désertion des facultés de foresterie, c'est pas spécifique au Québec, c'est à la grandeur de l'Amérique du Nord. Les méthodes forestières employées à la grandeur de l'Amérique du Nord scandalisent autant de monde qu'au Québec. Puis, donc, c'est pas ils ont même fait, là, à un moment donné, j'ai vu des relations faites directement avec les conséquences négatives de l'erreur boréale, que ça a fait une désertion des facultés de foresterie, ce qui est faux, c'est pas ça. C'est partout. Puis, il y a une nouvelle... je suis certain qu'il est en train... Il y a une nouvelle science, l'écoforesterie, qui est en train d'émerger. Je sais que de plus en plus, à l'Université de Laval, je pense qu'il y a des programmes. Là, je suis sous toute réserve. Puis, ça va être ça, l'avenir. Ça va être une utilisation de la forêt autre. Là, on parle même de quelque chose comme 400-500 produits renouvelables dans nos forêts. Mais que... On a un spécialiste de l'eau qui vient de France là, qui a passé une année sabbatique ici. Ouais. Puis justement, c'est ce qu'il préconise, mais... Ah ouais. Il faut quand on même... sait que c'est l'avenir, il faut qu'il y ait de l'espace. Il faut qu'il y ait un aménagement du territoire. Bien là, au moins, dans l'esprit des gens, maintenant, c'est pas une chasse gardée forestière de compagnie internationale, mettons que la totalité du territoire forestier. Ça, tant que cette barrière-là ne va pas sauter, maintenant, on peut commencer, je pense, à revoir notre façon d'aborder la ressource. Puis être éco-forestier, ça va être c'est un métier d'avenir, tant qu'à moi. Merci. Prochaine question, Denis Lapierre, Radio-Canada. M. Desjardins, est-ce qu'il y a quelque chose actuellement qui pourrait réveiller en vous le cinéaste pamphlétaire? Est-ce qu'il y a d'autres sujets, ou peut-être les mêmes aussi? Vous pourrez penser à une erreur boréale 2, par exemple, ou... persistons dans l'erreur boréale. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient vous inciter à revenir sous cette forme-là? Pas dans le moment, non. Pas dans le moment, il y a non, rien. Non. Là, j'ai plus 60 ans, là. J'en avais une proposition pour vous, M. Desjardins. D'ailleurs, c'est un hasard, c'est ma prochaine question. Bon, vous avez fait un film sur l'industrie forestière. Bon, il y a certains changements qui se sont faits. Au début de votre carrière, vous ne passiez pas à la radio. 20, 25 ans, 30 ans plus tard, vous avez une carrière, vous êtes un des chanteurs les plus connus au Québec, les plus appréciés. Je ne suis pas inquiet que vos billets, ça vende très bien partout. Et en 2013, dans les radios, vous ne passez pas encore à la radio. Pas grave. Est-ce que, dans le fond, est-ce que... J'écoute pas la radio. Mais c'est normal. Parce que l'industrie musicale, bon, avec bon, c'est Astral, bon, qui va posséder plusieurs stations. Ouais. C'est très, très, très formaté. Qu'est-ce que ça vous fait qu'en 25 ans, on se retrouve encore avec des radios formatées qui très limitées dans le choix musical et qui, bon, ben des Richard Desjardins, ça ne passe pas à la radio?
Il a entendu à m'en venant, à Radio-Canada. Ah oui, mais Radio-Canada, ça c'est pour moi, c'est arrangé avec le gars des vues. Ouais. Mais qu'est-ce que ça vous fait, ça? Ben, c'est une chose que j'ai établie très, très rapidement. Il y a, je sais pas, c'était dans les années, une expérience assez spéciale. C'était le gars de Gare au Loup, Lalonde, qui s'appelait, je pense. Puis, on était, en 1983, 82, 83. Puis là, ben, nous autres, à Abitibi, on avait un groupe, on a fait faillite direct, on n'était plus capable de jouer, ça a mal été, on ne trouvait pas de producteur. Puis là, à un moment donné, Michel Lalonde, il dit, hey Richard, viens écouter ça. Il dit, j'ai fait un album exactement dans l'esprit des radios commerciales, dont genre c'est quoi, ou des radios commerciales comme lesquelles que vous parlez, là. Puis il me fait écouter ça. Puis j'ai dit, c'est vrai, c'est bon, c'est vraiment là-dedans. C'est bien vraiment là-dedans. Fait que là, il prend cet album-là, puis il s'en va voir une des compagnies. Il y avait deux gros réseaux de musique à l'époque. C'est quoi? C'est KGM, je ne m'en rappelle plus. Il s'en va en voir un, puis il dit, puis le gars, il écoute ça, le programmateur, puis il dit, c'est pas dans notre son. Ça l'était vraiment, là, tu sais, mais il dit, c'est pas dans notre son. Il dit, OK, c'est correct, ça m'a vraiment étonné, cette histoire-là. Fait que, il dit, c'est pas grave, il dit, on va aller sur le concurrent. Il dit, tu peux aller sur le concurrent, il dit, c'est moi qui décide qu'est-ce qui tourne au Québec. Tu sais, une personne, ça, c'était en 82. J'ai pas l'impression que ça s'est tellement multiplié que ça, les réseaux, depuis ce temps-là. Avec moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, essaye-toi même pas, tu sais. Essaye pas de faire un produit pour aller pour ces radios-là. Change d'idée, va-t'en ailleurs, tu sais. Fait que c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à écrire papier, puis crayon, puis une petite guitare, tout ça, puis essayer de séduire ma soeur, puis ma voisine, puis tout ça. Puis tranquillement, mais ça s'est développé, tu sais. Mais j'ai jamais eu besoin d'eux autres. Mais c'est encore pour plusieurs chansonniers québécois, c'est un problème. C'est le réseau parallèle qui est là, c'est bon, c'est vos spectacles. Mais encore, la radio commerciale, c'est beaucoup de Québécois, d'auteurs, compositeurs québécois qui ne jouent tout simplement pas. Oui. Ou encore, bon, il va dans les radios souvenirs, ils vont jouer Tu m'aimes-tu, mais 752 fois par année, puis 0 fois les autres, puis les nouvelles, on les entendra jamais. Ouais. C'est vrai. Alors quoi? Et puis, il faut y aller avec tes mots. Si tu veux faire la musique aussi que tu entends, tu sais, il n'y a rien qui m'a jeté à terre tant que ça des dernières années. Il faut dire que quand tu écoutes quelque chose, puis tu dis, tu parques ton char, parce que ça te dérange pour conduire. La dernière fois, ça m'est arrivé, je pense que c'était une chanson d'Éric Lapointe de Mon Ange. C'était tellement beau, et je broyais, mais j'ai parqué mon char. Mais autrement que ça, dans la musique, ce que j'entends, il n'y a rien qui me jette à terre, là. Puis c'est un peu normal. Ben, un peu normal. Comment expliquer ça? Pour en arriver à mettre un disque, mettons, à la radio, puis distribuer, puis ça prend de l'argent, tu sais. Puis ça prend de l'argent. Puis quand tu as 18, 19 ans, mais si c'est pas ton père, c'est qui va te... Fait que c'est comme... C'est de la musique de fils de riche. Est-ce que le changement vers le numérique, c'est quelque chose qui a un impact pour vous? Oui, c'est sûr. Ici, un peu moins, mais en France, c'est très, très, très rapide. Les droits d'auteur, moi, les droits d'auteur, en France, c'est 7 fois plus qu'en Amérique. Hein. Ça fait que... Puis là, on voit ça, que ça s'en va tout de suite sur le numérique, même que pour avoir un disque d'or, ici, c'est 40 000 ventes. La France, qui est 10 fois plus de population, c'est aussi 40 000. Ça fait que les gens n'achètent plus, là, ça pas sur le numérique. Mais ça va être sur le numérique. Mais là, c'est aussi avec le numérique, tu achètes une toune. Tu n'achètes plus un album. C'est ça. Mais il faudra que je regarde les chiffres, là, mais je pense que oui, ça affecte. Est-ce que ça a eu un impact, puisque ça peut dire que ça a un impact positif par rapport à la vente de disques? Bon, non, moi, c'est ma vieille gang. C'est une gang de CD, là, pas mal. Ils aiment ça avoir la pochette, lire, puis c'est plus cette gang-là, tu sais.
Fait que ça a affecté moins probablement que les plus jeunes, tu sais. Et puis vous aussi, là, j'imagine qu'à la production, ça n'a pas eu trop d'impact par rapport, maintenant c'est plus simple, en studio, ça coûte moins cher. Avec l'informatique, est-ce que ça peut être un impact positif, ça, pour ceux qui tentent de percer? Ah oui, aujourd'hui, tu peux faire un album embarré dans ta garde-robe, tu sais. Je veux dire, un bon micro, puis ça va sonner comme une cathédrale, c'est sûr. Tu sais, les studios, ça tient dans une... Bien, sauf pour le piano, sauf pour le drum. Tu sais, là, ça prend des vraies pièces, ça prend des vrais studios. Mais si tu veux en avoir des vrais, là, tu sais. Mais c'est sûr que c'est moins cher que c'était, tu sais. On prend les guitares, tu fais ça n'importe où, tu peux chanter n'importe où, oui. Merci beaucoup, M. Desjardins. Il y a quelqu'un? Oui. Ah oui, Carole, dans une minute. En une minute, question-réponse. Pardonne-moi, Carole. Ah oui. Moi, je suis pas mal satisfait de toutes les versions, hein? Hein? Ah oui. Moi, je trouvais ça très beau, hein? OK. Merci beaucoup, M. Desjardins. OK, plaisir. Merci d'avoir été là. La semaine prochaine, le président régional de l'UPA, M. Yvon Simard, et ça sera ici, à l'hôtel Chicoutimi. Merci beaucoup, M. Desjardins.